Alors le prochain, l'expert comptable. Vous allez vous éclater. Vous allez vous régaler. Ce que j'adore dans ces métiers, moi ce que j'adorais dans mon métier quand j'étais en gestion de patrimoine, c'est d'expliquer à des gens des choses qui a priori sont, excusez-moi du terme, chiantes. Parler de fiscalité, parler d'impôts, parler d'immobilier, parler de transmission de patrimoine, parler de régime matrimonial quand on est marié. Excusez-moi, c'est chiant. Personne n'a envie d'entendre parler de ça. Par contre, les conséquences de ça, quand on le sait, elles sont géniales. Elles sont la liberté, comme disait Raphaël, elles sont de pouvoir se dégager de l'argent et de faire plein d'autres choses. Et on est obligé de passer par le côté un peu plus chiant. Moi, ce que j'adorais avec mes clients, c'était jouer le rôle de traducteur. Leur expliquer des choses qui a priori sont compliquées, faire comme un enfant de 5 ans, faire qu'il puisse absolument tout comprendre. Et donc c'est la difficile tâche que je vais donner à Thomas aujourd'hui. Alors bonjour à tous, je me présente rapidement, Thomas Rébaud, expert comptable mémorialiste. Je ne suis pas encore diplômé mais ça me serait tardé j'espère. Je travaille et je suis associé au cabinet Sofica, comme vous pouvez le voir. Donc je vais essayer de vous présenter donc, le plus sommairement et le plus simplement possible, comme a dit Christopher, un petit peu toute la fiscalité et toutes les choses qu'on peut faire avec cette fiscalité et tous les impacts que ça peut avoir sur les différents investissements que vous allez faire. Moi je dis souvent on ne fait pas grand chose avec un bon choix, ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire que si vous prenez un mauvais choix, vous avez beau investir plus ou investir différemment, automatiquement ça se ressentira au niveau de votre net et de votre trésorerie à la fin, puisque la fiscalité automatiquement grève le patrimoine et grève les revenus que vous pouvez avoir de votre investissement. Donc je vais essayer de vous présenter le sujet suivant, de la location vide à la location meublée. Et j'irai un petit peu plus loin en essayant de vous parler d'une réflexion sur l'opportunité d'un démembrement. Alors ça peut paraître technique, c'est pas un gros mot, je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible et de vous montrer que le démembrement ça peut être un outil correctif si je me suis planté au niveau de mon investissement et que j'ai utilisé le mauvais outil au départ. Mais ça peut être également un outil stratégique pour essayer de travailler sur de la transmission patrimoniale. Dans la première partie, location vide ou location meublée. Bon, je rejoins un petit peu l'intervenant précédent. Il y a deux types d'investissements. Je peux investir soit en vide, soit en meublé. D'usage et de coutume, en France, les gens vont plutôt vers de l'investissement pour faire de la location vide. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je vais vous expliquer. C'est-à-dire que j'ai une fiscalité qui est commune pour deux types de revenus qui sont différents. C'est-à-dire que j'ai deux catégories de revenus différents. Quand j'investis en location vide, quand j'investis et que je fais de la location vide, okay, c'est-à-dire que je loue mon bien et qu'il n'y a aucun équipement mobilier à l'intérieur, je suis en revenu foncier. C'est-à-dire c'est une catégorie de revenus qui est une catégorie de revenus civils. Okay, je vais déterminer ce résultat d'une certaine manière. Quand j'investis et que je fais de la location meublée, je vais être dans une catégorie de revenus qui est différente. C'est une activité qui est assimilée à une activité commerciale. Donc je vais être en revenu commercial, BIC, bénéfice industriel et commercial. C'est-à-dire que la détermination de mon résultat ne sera pas effectuée de la même manière entre un revenu civil et un revenu commercial. Dans tous les cas, la problématique que j'ai, c'est que j'ai une fiscalité qui est identique. Quel que soit le type de location, que je loue en vide ou en meublé, j'aurai de l'impôt sur le revenu en tranche marginale, c'est-à-dire que je serai dans ma tranche marginale d'impôt sur le revenu, puisque ce sont des revenus qui se rajoutent à mes autres revenus. Si j'ai déjà des revenus salariaux, si j'ai déjà des revenus des capitaux mobiliers, si j'ai déjà des revenus de pension, etc., ce sont des revenus qui se rajoutent. C'est-à-dire qu'ils vont venir être imposés dans ma tranche marginale d'impôt sur le revenu. La tranche marginale, c'est la tranche la plus haute. Donc si mes revenus salariaux m'amènent à être dans une tranche à 14% par exemple, qui est la première tranche après exonération, je vais rajouter des revenus fonciers ou BIC, et ces revenus que je vais rajouter vont être automatiquement fiscalisés dans la tranche supérieure, puisque je vais sauter une tranche à cause de ces revenus, et donc vont être fiscalisés par exemple à 30%. À ça, je rajoute les prélèvements sociaux qui sont aujourd'hui de 15,5%, qui vont encore augmenter avec notre ami Macron de 1,7, normalement début d'année 2017. Alors ça, c'est un impôt qui est une hérésie complète, ça a été créé dans les années 90 quand même. C'était 0,5% à la base, ça devait être temporaire, et aujourd'hui c'est 15,5% et ça continue à augmenter. Donc c'est quand même quelque chose d'incroyable. Mais il faut savoir que cet impôt-là, il est sur tous les revenus, quels qu'ils soient, revenus fonciers, revenus salariaux, revenus BIC, revenus BNC, revenus capitaux mobiliers, etc. Donc c'est un impact qui est quand même assez énorme.
Donc si je fais le point, j'ai mon impôt sur le revenu, éventuellement 30% si je gagne normalement ma vie, et j'ai mes 15,5% de prélèvements sociaux qui se rajoutent. Donc j'ai 45,5% de prélèvements d'impôts qui vont être imputés sur mon résultat fiscal. Donc le but, qu'est-ce que c'est? C'est de diminuer mon résultat fiscal au maximum pour que 45,5% fois ce résultat fiscal, ça fasse la somme la moins importante possible. Location vide et revenus fonciers. Je vous explique rapidement la location vide, même si moi c'est quelque chose que je trouve pas forcément intéressant et qui pourtant est quelque chose qui est usé et abusé par tout le monde. C'est quelque chose qui est d'usage en France au moment location vide, parce que c'est plus simple, parce que c'est peut-être plus sécurisant, parce que voilà. Mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément intéressant. J'ai deux régimes vers lesquels j'ai le droit d'aller. Soit le régime micro, où j'ai un abattement de 30%, okay, forfaitairement. C'est-à-dire que je prends mon loyer que je reçois charges comprises et j'enlève 30% de ce loyer pour déterminer ma base fiscale que je vais déclarer à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. J'ai une condition quand même pour rester dans le régime du micro. Je ne peux pas avoir des revenus annuellement et non pas par bien, comme on en discutait tout à l'heure avec certains, qui ne dépassent pas 15 000 €. Ça va vite. J'ai deux petits appartements, je les loue 8 000, 10 000 € à l'année, donc ça fait à peu près 800 € par mois. Ben, automatiquement, je vais dépasser, et là, j'aurai pas le choix, je suis obligé de basculer dans le régime réel. Néanmoins, j'ai peut-être pas forcément intérêt à rester dans le régime micro, parce que si mes loyers, charges de copro, taxes foncières, intérêts d'emprunt et éventuellement mes travaux l'année où je les fais sont supérieurs à 30%, j'ai intérêt à basculer dans le réel, puisque je vais pouvoir déduire au réel ces différentes charges de mon loyer que j'ai perçu de ma location. Okay, c'est-à-dire, si je vous fais un petit schéma, je me permets, au moins vous allez voir, ça sera beaucoup plus simple pour suivre. Vous avez deux possibilités. Je vais rester dans la première case. La première case, c'est de dire, je fais de la location vide. Ok, c'est ce que je vous ai dit. J'ai soit le régime micro, soit le régime réel. Quand je loue en micro, j'ai 30% d'abattement. J'ai par exemple 10 000 € de revenus. Ok, j'en abats 30%, j'enlève 3 000 € forfaitairement. J'ai une base fiscale qui est de 7 000 €. Excusez-moi, j'écris pas super bien, mais voilà. J'ai une base fiscale de 7 000 €. Quand je loue au réel, je vais avoir la même chose, mes 10 000 € de revenus. Ok. Le but, c'est qu'en déduisant mes charges de copro, ma taxe foncière, mes intérêts d'emprunt et mes travaux l'année même, je puisse déduire plus de 3 000 €. Sinon, je reste en micro, ça ne sert à rien de basculer au réel. Si je peux déduire plus de 3 000 €, par exemple 4 000 €, je vais aller vers le régime réel. Et à ce moment-là, j'ai une base fiscale qui arrive à 6 000 €. Comme je vous ai dit, dans tous les cas, j'aurai mon impôt sur le revenu, ok, et j'aurai mes prélèvements sociaux de 15,5%. Ok. Donc ça, c'est ma première solution. Ma deuxième solution, qui pour moi est beaucoup plus intéressante, je change de monde, je bascule en location meublée. La location meublée, c'est un revenu qui est BIC, bénéfice industriel et commercial. C'est-à-dire, c'est un revenu qui est déterminé suivant les règles commerciales et cette fois-ci non plus suivant les règles civiles. J'ai deux régimes là encore. Soit je reste dans le régime micro BIC, et à ce moment-là, j'aurai un abattement de 50% forfaitairement. Cette fois-ci, la contrainte, c'est que je ne peux pas dépasser 33 200 € annuels de revenus. Soit je vais aller vers un régime réel, et cette fois-ci, je vais avoir le droit de déduire exactement les mêmes charges que dans le revenu foncier civil classique, c'est-à-dire mes charges de copro, ma taxe foncière, mes intérêts d'emprunt, mais je vais avoir le droit également de déduire des charges commerciales, c'est-à-dire l'amortissement de mes travaux, que j'aurais déduit de l'autre côté, mais en one shot, en une seule fois, puisque je ne les aurais pas amortis. L'amortissement de mon mobilier, sachant que le mobilier c'est un coût supplémentaire, donc ce n'est pas un réel avantage fiscal. L'avantage fiscal, il réside dans l'amortissement des frais de notaire, que j'ai jamais le droit de déduire dans la case des revenus fonciers, et dans l'amortissement de l'appartement. Il y a une règle fiscale qui dit que j'ai à peu près 10 ou 20% à enlever pour la valeur du terrain. Alors à Paris, ça peut être plus, à Nice, c'est aux alentours de 10 ou 20%. J'enlève ces 10 ou 20% et j'ai le droit d'amortir quand même 80 ou 90% de la valeur de l'appartement. Ok ? Cette fois-ci, c'est sur option. Donc là, j'ai encore deux solutions. Je loue cette fois-ci en meublé. J'ai ma solution micro et j'ai ma solution réelle. Quand je suis en micro, j'ai 10 000 € de revenus. Je vais déduire 50% forfaitairement, je ne m'embête pas. Je vais déduire 5 000 €.
j'ai encore diminué ma base fiscale. D'où l'intérêt, même si je fais pas, d'où l'intérêt de faire à tout prix du meublé, même si je ne vais pas dans la case réelle, puisque les 50% d'abattement sont supérieurs aux 30% ici. Et si je vais vers le régime réel, je vais pouvoir déduire l'ensemble des charges que je vous ai citées, et notamment l'amortissement des frais de notaire et l'amortissement des appartements, ce qui peut être quand même assez conséquent. Dans ce cas-là, je vais avoir 10 000, et là je suis en France mais je suis en Suisse, je vais pouvoir déduire quasiment la totalité, si ce n'est plus, pour avoir un résultat fiscal de 0, ou même un déficit fiscal BIC. Dans ce cas-là, 45% de 0, on vous l'a appris, ça fait 0. Donc dans ce cas-là, je n'ai pas d'imposition à faire. C'est pour ça que tout à l'heure, l'intervenant précédent disait ben moi je vide mes revenus meublés, parce que automatiquement, je fais une petite comptabilité. Alors ça coûte le coût d'une comptable, mais il faut bien que je sache quelque chose. Et dans ce cas-là, je vais tout pouvoir déduire pour pouvoir avoir un résultat fiscal de 0 et pour pouvoir avoir une fiscalité nulle, si ce n'est ma taxe foncière que je vais devoir payer. Et j'ai une petite CFE qui se rajoute, cotisation foncière des entreprises. Voilà, donc si je peux conclure, moi je vous dis, oubliez le foncier et louez en meublé. Ok ? C'est-à-dire que le foncier, c'est quelque chose qui est d'usage, mais qui n'est pas forcément intéressant. Si j'ai le choix et si j'ai la possibilité, je fais un bail meublé. Alors le bail meublé, je suis obligé d'avoir quand même un minimum de matériel qui est donné par l'administration fiscale, mais il suffit d'avoir un rideau, il suffit d'avoir 3 casseroles, il suffit d'avoir une table, 2 chaises et quelque chose pour dormir comme un locataire, et je peux basculer en meublé. Si le locataire ne souhaite pas le conserver, il suffit tout simplement de dire ben, je récupère le matériel, mais je vous fais un bail meublé, vous mettez vos meubles et j'ai un bail meublé. Le bail meublé va me permettre de pouvoir louer en meublé et de pouvoir amortir la totalité. Okay. Donc à tout prix, si vous avez le choix et si lorsque vous procéderez à un investissement ou si vous en avez déjà, si vous pouvez changer parce que même le locataire part, à la limite, bah, vous basculez du foncier au meublé, ça ne coûte pas grand chose, il suffit d'avoir le mobilier nécessaire. À mon avis, avec grosso modo 500 000 €, vous en tirez. Et surtout, vous payez votre virginité fiscale, c'est-à-dire que grâce à ça, vous n'aurez pas de fiscalité parce que vous changez de mode de détermination du bénéfice fiscal. La deuxième partie, c'est quel démembrement pour quelle stratégie. Okay. Le démembrement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas un gros mot. Il faut l'appréhender simplement, c'est-à-dire je démembre, c'est-à-dire que je sépare deux choses. Okay. Et qu'est-ce que je vais démembrer? Je vais démembrer un bien. Dans tout bien quelconque que je peux prendre, il existe deux éléments. Je peux prendre un bien mobilier, je peux prendre un bien immobilier, je peux prendre des capitaux, je peux prendre n'importe quel bien. Il existe deux éléments juridiquement définis. Le premier élément, c'est l'usufruit. Alors ça paraît aussi moche. L'usufruit, c'est quoi? C'est l'usus et le fructus. L'usus, ça vient de quoi? Utiliser. C'est le fait de pouvoir user, utiliser le bien comme je le souhaite. Et le fructus, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir en récolter les fruits. Donc c'est le fait de pouvoir récolter les revenus de mon investissement. Okay, ça c'est la première constituante, on va dire, de ma propriété. De ma propriété quelconque, de n'importe quel bien. Une chaise, un immeuble, un appartement, n'importe quoi. Et ensuite, j'ai ma nue propriété. Ma nue propriété, c'est la deuxième constituante donc de ma propriété. C'est une caractéristique qui ne me donne pas forcément de droit, elle me donne juste le droit de dire quelque chose si je veux vendre le bien ou de pouvoir m'exprimer si on veut éventuellement modifier le bien ou faire quelque chose. C'est une propriété qui ne sert pas à grand chose, mais qui existe. Okay, pourquoi démembrer ces deux caractéristiques de la propriété? J'ai acquis un bien en SCI, vous avez dû en parler ce matin, et vous en avez parlé tout à l'heure aussi. La SCI, ça peut être une société qui peut être intéressante pour acquérir un bien. J'achète un bien, la SCI c'est une société civile immobilière, cette société elle est transparente fiscalement, c'est-à-dire que moi, associé derrière la SCI, c'est moi qui vais déclarer les revenus dans ma catégorie de revenus personnels, okay, et je vais les déclarer suivant ma fiscalité personnelle. La fiscalité d'une SCI, c'est les revenus fonciers, puisqu'elle est transparente fiscalement. Donc si j'ai acheté un bien suivant une SCI et que je veux à tout prix faire de la location meublée, parce que je viens de comprendre que c'était beaucoup plus intéressant de faire de la location meublée. La problématique qui se pose, c'est que si j'ai une SCI et une location meublée, ça fait pas bon mélange.
je suis à l'IS. Et ça, l'administration fiscale, elle tape dessus et elle fait très très mal. Et personne ne le sait en fait, ou peu de gens le savent, et il y a plein de gens qui se font avoir. Vous avez des gens à Cannes, des Russes, des gens assez fortunés qui se plantent à chaque fois, qui vont acheter par une SCI française, qui vont faire de la location meublée à fond par exemple au moment du festival de Cannes, et puis 5 ans après quand l'administration fiscale elle passe, elle revient, elle redresse sur 5 ans parce qu'il y a mauvaise foi, parce que nul n'est censé ignorer la loi, et elle va vous taxer à l'IS, il y a des problématiques de plus-value professionnelle, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est très lourd de conséquences financièrement parlant, puisqu'il peut y avoir aussi des pénalités et autres. Donc si j'ai acheté un bien par une SCI et que je veux louer en meublé, surtout pas, arrêtez-vous là et prenez le temps de réfléchir ou prenez le temps d'aller voir un conseil. Comment démembrer? J'ai ma SCI qui possède mon bien immobilier. Je souhaite le louer en meublé, ok? Mais je ne peux pas. Cette SCI a un objet qui est civil, donc si je lui fous une activité commerciale dedans, elle bascule à l'IS, les règles commerciales classiques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, peut-être, je peux lui accoler une deuxième société, c'est pour ça que ça devient un petit peu complexe, je peux lui accoler une deuxième société, j'ai mis une SAS parce qu'il y a des raisons derrière mais je ne vais pas rentrer dedans, je vais lui accoler une deuxième société qui elle aura l'objet social de louer en meublé. Okay, et là je ne suis pas dans l'abus de droit, je suis dans quelque chose de tout à fait classique, c'est-à-dire que je vais avoir ma SCI qui possède mon bien, qui va le louer au travers d'un bail commercial à ma SAS, et ma SAS, qui a un objet commercial de location meublée, saisonnière, temporaire, étudiant, classique, va pouvoir le louer à un tiers quelconque. La problématique qui me reste, c'est que ma SAS, elle va filer un loyer à ma SCI, et ma SCI, vu qu'elle est transparente, moi personnellement qui suis derrière, je vais devoir déclarer toujours mes revenus en revenus fonciers. Donc j'ai squeezé le problème de l'IS, de l'impôt sur les sociétés dans ma SCI, mais j'ai pas tout à fait squeezé le problème de ma fiscalité personnelle. Okay, je peux louer en meublé, mais fiscalement, je serai fiscalisé. Donc là, je vais faire quelque chose qui est un petit peu spécifique. Je vais démembrer les parts sociales de la SCI et apporter temporairement l'usufruit de ces parts sociales à ma SAS. Vous allez me dire, c'est du charabia, mais c'est normal, on est là pour ça. C'est-à-dire que en démembrant ça, je vais changer encore une fois de monde et je vais changer de fiscalité. Donc, quel est l'impact du démembrement? L'impact du démembrement, c'est-à-dire si je suis une SCI sans démembrement, je suis en revenu foncier, ce que je vous ai présenté au début. Revenu foncier, c'est une catégorie civile, je prends mes loyers, je retire mes charges de copro que je paye, je retire ma taxe foncière, je retire mes intérêts d'emprunt et éventuellement les travaux l'année où je les fais. Donc je vais avoir un résultat fiscal, par exemple, si je suis au réel, de 6 000 €, quelque chose comme ça, ou si je suis en micro, de 7 000 € après abattement de 30%. Sur ça, on va m'en prendre quand même 45%. 45% de 6 000, ça fait quasiment 3 000. J'ai pas envie de les lâcher. Donc si j'ai pas envie, je fais ce fameux montage, et dans ce cas-là, SCI avec démembrement, vu que j'ai apporté l'usufruit des parts sociales à la SAS, c'est elle qui possède cet usufruit, et donc on va déterminer le résultat fiscal de la SCI suivant le régime fiscal de la société commerciale, la SAS. Ma SAS est commerciale, donc je vais les déterminer suivant les règles commerciales, BIC, les règles meublées classiques. Et là, je reviens dans le cadre de l'avantage de louer en meublé, c'est-à-dire j'ai mon loyer, je déduis toutes les mêmes charges qu'en revenu foncier, et je peux déduire mes amortissements de travaux, mes amortissements de mobilier, mes amortissements de frais de notaire et mes amortissements d'appartement. Ok ? Je m'arrête 2 secondes, s'il y a des questions, s'il y a quelque chose qui vous échappe, peut-être dites-moi. Parce que... Pour l'apport temporaire de l'usufruit et la SAS, quelles sont les règles? C'est par exemple 5 ans ou c'est nous qui fixons C'est nous qui fixons les règles. C'est-à-dire qu'en fait, on va fixer les règles par un traité d'apport. Ok ? On va faire un traité d'apport pour déterminer pendant combien de temps je vais apporter temporairement cet usufruit à ma société commerciale. Comme par hasard, je vais le faire sur la durée de mon emprunt. Parce que pendant toute la durée de mon emprunt, je n'ai pas la disponibilité de mes revenus. C'est logique, ma SAS, elle paye un loyer à ma SCI. Disons qu'elle paye 500 € par mois. Je vais me démerder pour que ma SCI, elle rembourse 500 € à la banque de crédit. Donc ça va coïncider. Mais le problème, c'est que j'ai 0 de trésorerie dans ma poche, mais j'ai une fiscalité en revenu foncier. Donc, pendant la durée de l'emprunt, où je n'ai pas la disponibilité de mes revenus, je vais apporter cet usufruit pour transférer la fiscalité en règle commerciale.
Donc en général, si j'ai un emprunt sur 15 ans, je vais l'apporter sur 15 ans. Si j'ai un emprunt sur 20 ans, je vais l'apporter sur 20 ans. On fait ce qu'on veut. Après, la valorisation de l'usufruit, c'est quelque chose quand même qui est assez complexe. Quel est l'avantage c'est ce que j'allais dire. de louer via son propre, sans la personne morale, en physique, c'est-à-dire sans passer par une SCI, et faire le schéma classique qu'on a vu en... Je pourrais à la place... Alors, non, si j'achète à titre perso, je fais même pas ça. Ouais. Ok, je m'embête pas. Par contre, j'ai acheté par une SCI, je veux quand même louer en meublé. Je pourrais très bien m'inscrire, moi, à titre personnel, en loueur meublé non professionnel, à la place de la SAS. Ok, et la SCI me loue à moi, loueur meublé non professionnel, qui ensuite va le louer à un tiers, lambda. Ok, et au moins, je résous le problème de ma SCI qui basculerait à IS. Par contre, je ne résous pas le problème, dans ce cas-là, de ma fiscalité au niveau de la SCI. Parce que ma SCI est en revenu foncier, je ne pourrais pas apporter l'usufruit à une personne physique. Je dois l'apporter à une société. Donc je ne pourrais pas résoudre tous les problèmes. Je résolverai le premier problème et pas le deuxième. Alors, non, je vais pas saisir pourquoi se louer à soi-même via une SCI et se donner que la SCI nous donne l'usufruit, c'est ça hein, la SCI apporte l'usufruit à la SAS. Qui peut être nous-mêmes également. Qui peut être nous-mêmes, qui peut être sa propre. Ah oui, c'est toi derrière la SAS, c'est toi l'associé unique de la SAS. Okay. La SCI apporte l'usufruit à la SAS. Ouais. Okay. La SAS éventuellement c'est toi l'associé unique. Okay. Et donc ça me permet de changer de catégorie de revenu. Au lieu de déterminer mon revenu dans la SCI, comme je t'ai dit, sans démembrement classique, en règle civile, je vais déterminer mon revenu, ma base imposable, ma fameuse base imposable que je détermine là-bas, en règle BIC. Donc ça c'est plus pour les personnes qui sont sur une tranche marginale d'imposition élevée. Alors tout à fait. Premièrement, je ne vais pas le faire avec des gens qui sont sur une tranche d'imposition à 14%, ça ne sert à rien, parce que je vais leur faire économiser 14 plus 15,5, je vais leur faire économiser 30%. Et deuxièmement, on va le faire sur des personnes qui peuvent avoir plusieurs biens dans une SCI ou des gros biens. Si je le fais juste pour un petit appartement, la lourdeur du montage, le coût du montage, la lourdeur de la gestion, il n'y a aucun intérêt. C'est pour ça que je vais sur ma troisième partie. Il peut y avoir un intérêt si, tu me fais la transition du coup, bon, le démembrement du coup une action corrective mais diablement efficace, ok. Mais ma troisième partie c'est de dire démembrement et transmission. Et là je suis plus dans une action corrective, je suis dans une action stratégique. Okay, c'est-à-dire que je vais pouvoir démembrer, mais non plus cette fois-ci pour corriger une erreur, parce que l'erreur c'était que je voulais louer en meublé mais j'avais acheté par une SCI, okay, mais cette fois-ci dans une optique de transmission. Okay. Du coup, tu as 2 bilans. J'ai 2 bilans. C'est pour ça que c'est un peu lourd. Mais alors là, par exemple, bon, sans trahir le secret professionnel, j'ai un client qui a acheté 5 biens d'un coup à Cap 3000, pas loin de Cap 3000, qui veut les louer en meublé. Il avait déjà 5 biens dans sa SCI. Il me dit, je veux faire du meublé, je veux faire du meublé. Je dis, super, ouais. Je dis, mais si tu fais du meublé, tu sais que tu bascules à l'IS avec toutes les problématiques que ça comporte. Je lui chiffre l'impact financier. Il me dit, mais c'est pas possible, je peux pas faire de meublé. Comment je fais? Je vais pas faire de la location à l'année. C'est quand même des biens qui sont hyper bien situés. C'est des biens où je peux faire de la location meublée. J'ai pas envie de faire du vide. Donc je lui dis, bah, on peut faire ce genre de montage. On va corriger l'erreur qu'il a faite d'acheter par une SCI. On va créer une SAS. La SCI loue à la SAS. Et la SAS loue en meublé. C'est fini. Et après, je vais plus loin, je vais apporter l'usufruit pour changer de type de fiscalité. Tu as un exemple de quelqu'un qui a acheté un bien, je sais pas, 3, 4, 500 000 euros. Grosso modo, quel peut être le gain d'impôt si une personne reste en SCI à l'IS par exemple, ou si une personne fait ce type de montage, quel est le gain d'impôt sur 5 ans, 10 ans, 15 ans par exemple? Sur 4 500 000 euros, c'est 4 500 000 euros. C'est 4 500 000 euros. Ah. C'est la valeur du bien. Sur une imposition à 30% plus 15,5. Puisque grosso modo c'est 45,5 de la base fiscale. Ma base fiscale sur toute ma durée de remboursement d'emprunt elle équivaut à 100% puisque je vais rembourser mon capital, donc je vais rembourser 500 000 euros. Donc si je fais 45% de 500 000 euros, ça va faire 250 000 euros à la louche. Mais ces 250 000 euros, il faut que je les ai gagnés ailleurs. Donc ça veut dire qu'il faut que je les ai gagnés en revenus salariaux, ou il faut que je les ai gagnés en revenus BIC ailleurs, ou en revenus des capitaux mobiliers. Donc ces revenus-là ont été aussi soumis à fiscalité. Donc le vrai gain c'est 250, mais, enfin le gain c'est 250, mais le vrai gain c'est 500 en fait. Sur combien d'années à peu près? Sur 15 ans ou 20 ans. Donc du démembrement correctif au démembrement stratégique. Démembrement correctif, on l'a bien compris, j'achète par une SCI, je me suis planté, je veux louer en location meublée, j'ai pas le droit parce que, enfin j'ai pas le droit, j'ai le droit mais je vais basculer à l'IS, donc je veux pas, donc je crée ma société commerciale et je démembre. Deuxième cas, démembrement stratégique, je construis une réelle stratégie patrimoniale et dans ce cas-là, je vais chercher à travailler sur la transmission patrimoniale.
Comment transmettre grâce au démembrement? J'ai ma SCI, j'ai ma société commerciale, ok. J'apporte pareil mon usufruit temporairement à ma société commerciale, et il me reste quoi? Il me reste la deuxième composante qui est la nue propriété. Pourquoi transmettre la nue propriété? Pourquoi est-ce que je vais transmettre la nue propriété? Ma SCI, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut mon actif moins mon passif, si on raisonne d'un point de vue comptable et d'un point de vue économique. Son actif, c'est la valeur du bien. Par exemple, je l'ai payé 500 000, il vaut 500 000. Mais pour l'acheter 500 000, j'ai dû souscrire un crédit où j'ai dû, moi, associer, apporter 500 000 euros à la société. Donc la société a une dette envers moi ou envers la banque. Donc ça veut dire que ma société, ma SCI, elle vaut 0 euros grosso modo au tout début que je l'ai créée et au tout début où j'ai acheté le bien. Donc je vais avoir une nue propriété qui a une valeur pareille, qui avoisine 0 euros et qui est très faible. Okay. Donc c'est le moment de travailler sur la transmission. C'est le moment de se dire, est-ce que j'ai pas intérêt à donner cette nue propriété éventuellement à mes enfants? Alors ça vous concerne peut-être pas tous, parce que là il y a pas mal de jeunes, mais ça peut être une réflexion déjà familiale, patrimoniale, ou c'est quelque chose que vous pouvez garder dans le coin de la tête, parce que c'est intéressant. C'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, mais c'est dommage parce que le jour où j'arrive au moment de la succession et que malheureusement mes parents sont plus là, je touche du bois le plus tard possible, j'espère pour tout le monde, et bien s'il faut que je vende tout le patrimoine de ma famille, c'est un petit peu dommage. S'il faut que je vende la baraque de mes parents qu'ils ont depuis 20 ans, qui est quelque chose de personnel, etc., c'est dommage. Si elle est dans une SCI ou si même je l'ai en pleine propriété, je peux jouer sur le démembrement et transmettre la nue propriété à mes enfants. Si j'ai un crédit, ma nue propriété, elle ne vaut pas grand-chose, elle vaut quasiment 0. Et j'ai un principe patrimonial qu'il faut connaître et qui est quand même très important, c'est que lors de la succession, l'usufruit revient au nu propriétaire de plein droit. Alors succession, ça peut vouloir dire décès pour des personnes physiques comme nous, mais succession pour une société ou dans le cadre d'un usufruit, monsieur me demandait tout à l'heure, on apporte sur combien de temps? Ben, on apporte sur 15 ans. La succession, ça sera au bout de 15 ans, quand mon usufruit tombera. Le jour où mon usufruit tombe, si j'ai donné la nue propriétaire à mes enfants et que je m'en suis séparé, l'usufruit revient au nu propriétaire de plein droit. Donc l'usufruit revient à mes enfants de plein droit, sans droit de succession, sans frais. C'est quand même assez exceptionnel. J'ai un bien qui vaut 1 million d'euros dans ma SCI. J'achète 1 million d'euros. Je vais souscrire un emprunt pour 1 million d'euros. Je vais faire mon fameux montage parce que dans ce bien-là, j'ai, je sais pas, 20 appartements que je vais louer en meublé. Je fais un bail avec ma SAS. Ma SAS, elle loue en meublé à un tiers, à des tiers. Je vais apporter l'usufruit, il ne reste plus qu'à la nue propriété. Et bien j'y vais, je vais chez le notaire, je demande à transmettre la nue propriété. Ma nue propriété, elle vaut 0 dès le départ, puisque j'ai un actif et un passif qui me permettent de ramener cette valeur à 0. Je transmets cette nue propriété à mes enfants. Pendant 15 ans, je n'aurai pas de revenus et je n'aurai pas de patrimoine, mais c'est logique, puisque tous les mois, je rembourse à la banque le loyer qui me tombe. Et au bout de 15 ans, ces 1 million d'euros sont transmis à mes enfants sans droit de succession, puisque automatiquement, l'usufruit revient au nu propriétaire de plein droit. Est-ce que j'ai été clair? Je donne un petit exemple. Pour vous donner une idée, un bien à 1 million d'euros en droit de succession, ça fait 250 000 euros à peu près. Ça donne un... Et sur un bien à 2 millions, on est plutôt entre 30 et 40%, donc ça fait dans les... Ça fait combien? 800 ou 900 000 euros à peu près. Entre 8 et 900 000 euros. Plus vous montez en fait, c'est des tranches. Vous êtes à 20% jusqu'à 550, 560 000 euros à peu près. Ensuite, c'est 30, c'est 40%. Donc voilà, si on prend ce type de montage, je résume un très simple, parce que des fois, c'est bien de l'entendre de plusieurs manières différentes. Premier gain, vous avez un gain d'impôt sur le revenu tout le long de la durée du montage. Deuxième gain, vous avez un gain à la revente si vous revendez par rapport à un impôt. Vous savez, la taxe sur la plus-value, on a 15 000 au lieu de 200 000 par exemple. Et troisième gain, on a peut-être 250 000 euros de droits de succession économisés pour transmettre le patrimoine. Ça fait un sacré budget. Peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais ouais, il a très bien dit, ça fait un sacré budget. Hein. C'est énorme. Hein. Quand on fait ce genre de montage, on vient de faire gagner quasiment l'équivalent de 1 million d'euros de fiscalité à une personne qui a acheté un bien qui vaut 1 million d'euros. Alors c'est quand même des montages qui sont complexes. C'est un dérivé d'un montage qu'on fait entre une SCI et une société commerciale. Par exemple, je suis boulanger, un exemple au hasard, je suis boulanger, j'ai mon fonds de commerce qui est dans ma société commerciale, qui exploite et qui loue les murs à ma SCI. Okay, tous les mois, ma société commerciale va payer un loyer à ma SCI, mais ma SCI rend ce loyer à la banque, puisqu'elle a un crédit. Donc elle a 0 dans sa poche, la SCI, néanmoins elle doit payer une fiscalité.
Puisque je vous ai dit, la fiscalité, je déduis que les intérêts, je ne déduis pas le capital de l'emprunt. Et bien une façon de transférer cette fiscalité à la société ou de la minimiser au maximum, c'est de faire l'apport de l'usufruit de la SCI à la société commerciale. Donc là, c'est en quelque sorte un dérivé pour l'amener dans une stratégie patrimoniale, mais à la base, c'est une stratégie commerciale. Il faut nécessairement passer par, que ce soit adossé à un prêt, ce montage. Alors, Nécessairement. il faut que ce soit, dans tous les cas, il y a un prêt qui est fait. C'est évident, et le prêt, il n'est pas le prêt au sens stricto sensu que tu lui donnes. Toi, tu dis un prêt, mais c'est un prêt bancaire. Mais quand un associé prête à une société, c'est un prêt aussi. Donc, dans tous les cas, il y aura un prêt. Pour acheter 1 million d'euros ou 500 000 euros, je suis obligé de prêter à la société, soit moi, soit la banque, soit un investisseur, soit quelqu'un. Donc, dans tous les cas, il y aura un prêt. Okay, donc, automatiquement, je peux faire ce montage parce qu'il y a un prêt. S'il n'y a pas de prêt, je ne peux pas le faire, mais automatiquement, il y aura un prêt. Et le prêt, si c'est pour transmettre quelque chose qu'une personne aurait déjà, elle n'a pas besoin d'avoir un prêt pour acheter. Ben, c'est royal. Si tu veux transmettre 1 million d'euros de liquidité à tes enfants, tu peux pas. Ouais. Si tu veux les transmettre par du patrimoine immobilier, tu peux, en faisant ça. Est-ce que ce serait trop avantageeux de revenir Non, bien sûr. sur le truc. Ouais, c'est sympa. En 2 petites minutes, tac. J'ai ma SCI, j'ai ma SAS. Ma SCI, elle loue le bien en vide à ma SAS. Ma SAS, elle loue le bien en meublé à n'importe qui, à un tiers qui est intéressé. Pour changer mon rapport à la fiscalité, puisque ma SCI, c'est une fiscalité civile, revenu foncier, je vais aller démembrer l'usufruit, non pas du bien, je ne sais pas où est le banquier, parce que si je lui démembre le bien, il va avoir les cheveux qui vont s'hérisser, je lui démembre son hypothèque, je lui démembre sa garantie, donc je vais aller démembrer les parts sociales de la SCI. Les parts sociales que j'ai démembrées, je les apporte à ma SAS. Techniquement, la contrepartie, c'est une augmentation de capital dans la SAS. Je vais les apporter temporairement parce que je ne veux pas lui laisser. L'usufruit, c'est quand même l'usus et le fructus, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser le bien et d'en récolter les fruits. Je ne vais pas lui laisser toute la vie la possibilité de récolter les fruits. Si je lui laisse toute la vie, j'ai perdu la valeur de mon bien. Donc je vais lui laisser temporairement, pendant la durée d'emprunt. Pourquoi pendant la durée d'emprunt? Parce que pendant la durée d'emprunt, quand j'ai 10 000 euros de loyer qui rentrent, ces 10 000 euros, je ne les ai pas dans ma poche, je les rends à la banque. Ça gère Oh, il y a beaucoup, ça va. C'est-à-dire que j'ai pas de trésorerie disponible dans ma poche. Le jeu, c'est la SAS en fait. Ma SAS, elle file un loyer à ma SCI. Elle lui file 10 000. Mais ma SCI, elle a un emprunt pour avoir acheté le bien. Donc, elle rend 10 000 à la banque. Donc, elle a 0 dans sa poche, la SCI. Pourtant, la SCI, sans démembrement, comme je vous le montre juste après, même si elle n'a pas de trésorerie dans sa poche, elle va avoir une fiscalité sur ça. Mes loyers, moins mes charges de copro, mais quand j'ai une SAS, c'est la SAS qui paye les charges de copro, moins ma taxe foncière, quand j'ai une SAS, c'est la SAS qui paye la taxe foncière, moins les intérêts d'emprunt. Les intérêts d'emprunt, c'est pas 10 000, c'est pas la totalité que je rends à la banque. Quand je rends à la banque 10 000, je lui rends 1 500 euros d'intérêt et 7 500 euros de capital. Donc mon capital, je ne le déduis pas. Donc c'est mon capital que je vais avoir en revenu, en base imposable. Donc je vais avoir grosso modo sur 10 000, 7 500 euros de base fiscale. Cette base fiscale, elle me génère des impôts alors que j'ai 0 dans ma poche, puisque j'ai tout rendu à la banque. Et donc pour pas avoir cette fiscalité... C'est le contrat du déficit foncier là, ça le redit. Ah oui, là j'ai un bénéfice foncier, mais le but c'est quand même de faire du bénéfice à un moment donné. Ah. Ce montage SCI, SAS, il est valable surtout si on fait de la SAS en meublé ou ça peut être en nu? Si vous faites en nu, c'est dommage parce qu'il n'y a aucun intérêt, du coup. Ouais, donc ça c'est uniquement intéressant si on fait du meublé. Oui, tout à fait. Parce que c'est-à-dire que si ma SCI loue à ma SAS et que ma SAS loue en nu, on peut le faire. Hein, alors, pourquoi ça peut être intéressant? Non, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Parce que ma SCI, elle va louer en nu à ma SAS et ma SAS, elle va louer un petit peu plus cher. Mais dans ce cas-là, j'ai aucun intérêt de le faire. Non, j'ai aucun si on est dans des zones où on loue surtout en meublé, comme dans les campagnes ou des grandes surfaces qui sont rarement meublées, on va peut-être faire une SCI à l'IA dans ce cas-là. Une SCI à l'IA, je voulais dire. Ouais, soit la société. Oui, mais comme vous disait Chris et comme je vous l'ai dit, le problème de la SCI à l'IS, c'est que j'ai pas l'avantage de ressortir lorsque je vends en plus-value personnelle, en plus-value personne physique. Je ressors en plus-value professionnelle. Donc je me fais matraquer au moment où je vends. Alors, ça pourrait être fait, par exemple j'ai un local commercial, mais il faut que j'exploite dans ce local commercial. C'est ce que je vous disais, parce que c'est un dérivé. J'aurai une SCI, j'aurai une SAS,
j'ai par exemple un local commercial, une surface commerciale, je le loue à une SAS, je sais pas, type un Vival ou n'importe quoi. Si j'arrive à apporter l'usufruit de ma SCI à la SAS ou Vival, je rentre dans ce cas-là. Mais ça, c'est une question de négociation, premièrement, avec la personne qui est dans la SAS, si c'est pas la même. Et si c'est la même, il faut le faire, c'est sûr. C'est clair? Pour les particuliers, Les particuliers? est-ce que ça marche pareil, usufruit, la nue propriété, pour une succession ou une donation avant, Oui, c'est-à-dire que par exemple, si je veux en effet transmettre en cours de vie, j'ai un bien, je le loue en meublé par exemple, je peux très bien... Alors, l'usufruit et la nue propriété, leur valeur, elle est déterminée suivant un barème qui est donné par l'administration fiscale. Pour faire simple, 50% pour l'usufruit, 50% pour la nue propriété, ça fait 100%. 50%, 50%, c'est quand j'ai moins de 61 ans. Quand j'ai moins de 51 ans, c'est 40-60. Quand j'ai moins de 41, c'est 30-70, etc. Donc, disons moins de 61 ans, c'est 50-50. Donc, si je veux transmettre la nue propriété, par exemple, d'un bien en cours de vie, pour pas me départir non plus des revenus, parce que je garde l'usufruit, c'est-à-dire que j'ai 61 ans, j'ai mon gamin, je veux lui transmettre la nue propriété, mais je veux quand même garder les revenus pour moi, et bien je vais faire quoi? Je vais chez le notaire, je lui transmets la nue propriété qui vaudra que 50%, et vu que moi, personne physique, j'ai le droit de donner par parent et par enfant 100 000 € tous les 15 ans, c'était 150 tous les 10 ans, ça a été échangé, c'est 100 tous les 15 ans maintenant, ça veut dire que chaque parent va pouvoir transmettre à chaque enfant 200 000 €. C'est quand même pas négligeable. Toi et ta femme, par exemple, vous pouvez transmettre à votre enfant, si vous en avez un enfant, vous pouvez lui transmettre jusqu'à 200 000 €. 200 000 €, je t'ai dit la nue propriété, elle vaut 50%. C'est comme si je transmettais un bien qui vaut 400. Puisque je repars de 400. 400, ma nue propriété, elle vaut que 200. Et vu que j'ai 100 000 par parent, j'ai transmis un bien qui vaut 400 000 € sans droit de mutation, sans droit de transmission. Voilà. Et le jour où je suis si là, c'est pas un bien loué, si c'est par exemple une résidence principale. pas de souci, c'est pareil. C'est pareil. Et c'est à faire. Et même ce qui peut être à faire, on connaît quelqu'un qui l'a fait, c'est de dire j'achète un terrain, si je suis dans une optique de transmission, j'achète un terrain, je vais construire dessus, ben je transmets au moment où j'achète le terrain. Puisque mon terrain il vaut 100 000, je vais transmettre la nue propriété à mes enfants sur une base de 100 000. Une fois que j'ai construit, ça vaut 3 millions d'euros. Heureusement que j'ai pas transmis après construction, parce que j'aurais transmis sur 3 millions d'euros, même si je fais 50%, ça fait 1,5 million quand même. 1,5 million, là, je casque quand même. Donc si j'ai transmis sur une base de 100 000, je transmets le terrain. Alors attention, il faut bien le motiver, il ne faut pas que ça rentre dans l'abus de droit, mais je transmets sur 100 000 et ensuite je construis. Dernière question. Donc là, on est dans le cadre vraiment de la transmission de patrimoine. Ouais. Mais si jamais moi je me garantis une rente immobilière, Ouais. il n'y a aucun intérêt de faire ce montage. Une rente immobilière? Ah, si tu veux te garder une rente, il n'y a aucun intérêt de faire ce montage. Là, c'est pour aller vers de la transmission. Si tu veux te garantir une rente à tout prix, tu achètes à titre personnel, ok? J'achète à titre personnel, je loue le bien en meublé, je me garantis ma rente, et je vais transmettre la nue propriété de mon bien à mes enfants. Comme j'expliquais à monsieur, je vais transmettre à mon enfant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir, il a 18 ans, il est un peu jeune, un peu fou, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me rapporter, la pièce rapportée qu'il va me rapporter, donc je lui donne la nue propriété. Il n'a rien le droit de faire, comme je t'ai dit, c'est un bien, il a juste le droit de dire ah non, je veux pas que vous vendiez, mais si je veux pas vendre, il n'y a pas de souci parce que je garde ma rente, et au moins moi je me garde l'usus et le fructus. Si je veux le peindre en noir, si je veux le brûler, si je veux, je fais ce que je veux, et je récolte les fruits tous les mois. Mais par contre, le jour où je suis plus là, j'ai quand même pensé à lui, il aura 35 ans, il sera mature, ou il aura 40 ans, il sera mature, et à ce moment-là, il récoltera le bien sans droit de succession. Donc j'ai squeezé la fiscalité de la succession de cette manière. Et du coup, la SCI, donc, elle est passée par l'achat par une SCI, et là on parle d'action collective, car on ne peut pas acheter un bien directement en passant par une SAS. Ah, par une SAS? Oui, mais tu vas être dans ce cas-là. La SAS, elle est à l'IS, comme la SCI. Comme la SCI si tu optes. Donc si elle est à l'IS, tu vas pouvoir amortir tout, c'est vachement bien. Donc c'est-à-dire qu'en phase d'acquisition, tu vas avoir un revenu fiscal qui sera moins important, mais à la sortie, tu ressors en plus-value professionnelle. Donc tu vas te faire matraquer à la sortie. Comment? En se mettant actionnaire de la SAS, on peut retirer les dividendes. On peut retirer les dividendes. C'est avec l'abattement. Avec l'abattement de 40% sur les dividendes. Le montage, c'est pour essayer un IS ou un IR? La SCI, l'avantage c'est qu'elle reste à l'IR. C'est ça qui est un problème. C'est-à-dire que pendant la phase d'acquisition, je suis en règle commerciale.
Donc j'ai un bénéfice qui est très faible, et à la sortie, je suis en règle professionnelle. J'ai le beurre, l'argent du beurre et le jupon d'acrémaire. Mais on peut faire une SAS quand on a IR aussi? Non, la SAS, elle est à l'IS. Et c'est grâce à la SAS. Elle IR aussi à la SAS. Non, elle peut pas. Non, SARL, à l'IR, SAS. Elle peut pas, je comprends. Ah, si, IR ou IR? Ah si, on peut. La SAS On ne pourra pas basculer après, c'est tout. Ok, c'est bon, on peut te dégager maintenant. Peut-être qu'elle peut être à l'IR, attends. Mais il faut faire une SAS. Il faut qu'elle soit à l'IS, ouais, il faut qu'elle soit à l'IS. Parce que justement, le but c'est que quand j'apporte l'usufruit à la SAS, si elle est à l'IS, je vais pouvoir déterminer le résultat de la SCI. Mais si on est à l'IR, on n'a pas besoin de SAS. Si la SCI Elle est en IR, mais elle est on peut toujours à louer. l'IR. Là, elle est à l'IR. Là, l'IR, il faut faire une SAS pour louer en meublé? Oui. Parce que si je ne peux pas louer dans ma SCI en meublé. Sinon, ma SCI bascule à l'IS. Donc, pour pouvoir louer en meublé, je loue par le biais d'une SAS. Et vous pouvez applaudir Thomas.